Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'entamer un voyage à travers certains des épisodes les plus effrayants qui ont hanté notre passé collectif. Des légendes fantomatiques qui défient toute explication, aux sombres secrets enfouis sous des siècles de poussière, ces histoires vous donneront des frissons et vous feront repenser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. Alors prenez votre encas préféré et éteignez les lumières pendant que nous dévoilons ces récits historiques glaçants. Tout d'abord, nous allons revenir sur l'un des fantômes les plus célèbres d'Angleterre. Au fil des siècles, plusieurs apparitions de fantômes ont été signalées à Raynham Hall, dont beaucoup sont des témoignages écrits crédibles. C'est également ici qu'a été prise l'une des photographies de fantômes les plus célèbres au monde. La plupart s'accordent à dire que la Dame Brune de Raynham Hall est le fantôme de Dorothée Townshend. Alors pour mieux comprendre cette histoire, plongeons-nous dans la vie de Dorothée. Dorothée Walpole est née le 18 septembre 1686 à Horton Hall, une maison de campagne dans le Norfolk, en Angleterre. Son père, Robert Walpole, était un homme politique whig influent et colonel dans la milice, et sa mère était une femme nommée Mary Burwell. Le couple a eu au total 19 enfants, dont beaucoup ont poursuivi des carrières remarquables. Par exemple, le frère aîné de Dorothy était Sir Robert Walpole, qui est généralement considéré comme le premier Premier ministre de Grande-Bretagne. Mais la famille est peut-être aujourd'hui surtout connue grâce au fils de Sir Robert Walpole, Horace, qui fut l'auteur du Château d'Otrante, le premier roman gothique au monde. Quoi qu'il en soit, étant donné la richesse et la notoriété de la famille, Dorothy aurait grandi dans le luxe et reçu une bonne éducation, apprenant de nombreuses compétences requises pour les dames de la société, comme la musique, la couture, la lecture et l'écriture. Jeune femme, on pense que Dorothy serait tombée amoureuse d'un vicomte, Charles Townshend, un homme de 12 ans, son aîné. Cependant, le père de Dorothy a interdit cette union, peut-être parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de forcer le noble à épouser sa fille. Eh bien, il avait été le tuteur du jeune Charles des années auparavant, après la mort de son père, alors qu'il n'avait que 13 ans. Il convient également de noter qu'à cette époque, la jeune Dorothy n'avait qu'environ 12 ou 13 ans, donc elle était très jeune. Finalement, Charles Townshend épousa Elizabeth Pelham en 1698. Le couple eut 5 enfants, mais elle mourut prématurément en 1711 à l'âge de 30 ans. Cela lui permit alors de raviver sa relation avec Dorothée et peut-être de demander sa main. Néanmoins, Dorothée n'était pas restée inactive toutes ces années. Bien qu'elle ne fût pas mariée, elle était devenue la maîtresse de Thomas Wharton, premier marquis de Wharton, un homme politique connu pour son immense charme et pour être un excellent orateur. Pourtant, il était aussi un libertin notoire, au caractère débauché et irréligieux, et il était décrit comme un homme dépourvu de principes moraux ou religieux. Malgré sa liaison avec le noble marié, elle retrouva bientôt son ancien amour et ils se marièrent en 1713. Le couple eut au moins 11 enfants, nés entre 1714 et 1726, dont 6 survécurent jusqu'à l'âge adulte. De l'extérieur, tout semblait bien se passer. Pourtant, Dorothy, qui était maintenant la vicomtesse Townshend, allait bientôt affronter un terrible destin. Selon l'histoire, des rumeurs concernant la liaison entre Lady Dorothy et Lord Wharton, survenue des années plus tôt, commencèrent à parvenir à Charles Townshend. Bien que Lord Wharton soit décédé en 1715, ce n'est ainsi que maintenant que Charles Townshend l'apprenait. L'adultère que sa femme avait commis avec le célèbre Frac. Townshend était furieux. Il avait un tempérament fougueux, et les historiens l'ont décrit comme un homme passionné qui aimait et détestait rapidement et changeait rarement d'avis une fois qu'il s'était forgé une opinion. En conséquence, il enferma sa femme dans une pièce isolée du reste de la maison où elle resta prisonnière. Elle ne devait jamais sortir et n'était pas autorisée à voir ses enfants. On pense qu'elle a été enfermée à Raynham Hall pour le reste de sa vie. Selon les registres officiels, elle est morte en 1726 de la variole,
bien que, comme elle soit décédée dans des circonstances mystérieuses, il y ait eu des rumeurs d'une mort plus violente, certains croyant qu'elle aurait été poussée dans le grand escalier du manoir, se brisant la nuque. Elle avait 39 ans à l'époque et fut ensuite enterrée, mais la légende raconte qu'elle n'est pas réellement morte à ce moment-là et que ses funérailles étaient une mascarade. On soupçonne que Lady Dorothy est restée prisonnière à Raynham Hall pendant de nombreuses années après 1726 jusqu'à sa mort éventuelle, peut-être de faim. Les années passèrent, et sa vie ainsi que le mystérieux récit qui l'entourait sombrèrent dans l'oubli. Mais tout cela allait changer au XIXe siècle lorsque de nombreux visiteurs de Raynham Hall rapportèrent avoir vu une dame en robe brune démodée marcher dans les couloirs la nuit. On raconte qu'en 1815, le prince régent, plus tard le roi George IV, aurait vu cela lui-même. Apparemment, il déclara « Je ne passerai pas une heure de plus dans cette maison maudite, car j'ai vu ce que j'espère, par Dieu, ne jamais revoir. » Comme tout le monde, il aurait vu cette silhouette apparaître apparemment de nulle part, puis disparaître dans les airs. Et ce qui est étrange avec ces apparitions, c'est que tous affirment que la Dame Brune ressemblait fortement à un portrait de Lady Dorothy qui était accroché dans une chambre. 20 ans plus tard, en 1835, une réunion de Noël a été organisée à Raynham Hall, et plusieurs invités ont été conviés à participer aux festivités de Noël. Parmi les invités se trouvaient un colonel Loftus et Monsieur Hawkins, qui ont affirmé qu'une nuit, alors qu'ils s'approchaient de leur chambre, ils avaient vu Dan Anderson qui avait vu la Dame Brune, notant en particulier la robe brune démodée qu'elle portait. Le soir suivant, Loftus affirma l'avoir vue de nouveau, le Sun rapportant que elle avait des orbites oculaires sombres et vides, ainsi qu'un visage lumineux. Ces apparitions ont terrifié le personnel, poussant beaucoup d'entre eux à quitter leur emploi. L'année suivante, le capitaine Frederick Marriott, officier de la Royal Navy, romancier et ami de Charles Dickens, passa quelques nuits à Raynham Hall. Il demanda spécifiquement la chambre où se trouvait le portrait de Lady Dorothy, afin de prouver que la Dame Brune n'existait pas et que les apparitions dorées étaient dues à des contrebandiers à Raynham. Florence Marriott, qui était la fille du capitaine, écrivit ce qui suit à propos de son expérience. Il prit possession de la chambre où était accroché le portrait de l'apparition, et où elle avait souvent été aperçue, et il dormit chaque nuit avec un revolver chargé sous son oreiller. Pendant 2 jours, cependant, il ne vit rien, et le 3e devait être la limite de son séjour. La 3e nuit, cependant, 2 jeunes hommes frappèrent à sa porte alors qu'il se déshabillait pour aller se coucher, et lui demandèrent de venir dans leur chambre qui se trouvait à l'autre bout du couloir, afin de leur donner son avis sur un nouveau fusil tout juste arrivé de Londres. Mon père était en chemise et en pantalon, mais comme l'heure était tardive et que tout le monde s'était retiré pour dormir, à l'exception d'eux-mêmes, il se prépara à les accompagner tel qu'il était. En quittant la pièce, il saisit son arme à feu. « Au cas où tu croiserais la Dame Brune, dit-il en riant. » Lorsque l'inspection du revolver fut terminée, les jeunes hommes, dans le même esprit, déclarèrent qu'ils accompagneraient mon père pour le retour. « Au cas où tu croiserais la Dame Brune, répétèrent-ils en riant eux aussi. Les 3 messieurs rentrèrent donc ensemble. Le couloir était long et sombre, car les lumières avaient été éteintes, mais lorsqu'ils atteignirent le milieu, ils virent à la lueur d'une lampe s'approcher d'eux depuis l'autre extrémité. « L'une des dames va rendre visite aux nurseries », chuchota le jeune Townsend à mon père. Maintenant, les portes des chambres dans ce couloir se faisaient en face, et chaque pièce avait une double porte avec un espace entre les deux, comme c'est le cas dans de nombreuses maisons anciennes. Mon père, comme je l'ai dit, n'était vêtu que d'une chemise et d'un pantalon, et sa pudeur naturelle le rendait mal à l'aise. Alors il se glissa derrière l'une des portes extérieures, ses amis l'imitant, afin de se cacher jusqu'à ce que la dame soit passée. Je l'ai entendu décrire comment il l'observait s'approcher de plus en plus près à travers la fente de la porte, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour qu'il distingue les couleurs et le style de sa tenue, et il reconnut alors la silhouette comme étant la copie conforme du portrait de la Dame Brune. Il avait le doigt sur la gâchette de son revolver et s'apprêtait à lui ordonner de s'arrêter et de donner la raison de sa présence lorsque la silhouette s'arrêta d'elle-même devant la porte derrière laquelle il se tenait
et, portant la lampe allumée qu'elle tenait à son visage, elle lui adressa un sourire malicieux et diabolique. Cet acte mit mon père, qui était tout sauf d'une nature docile, dans une telle fureur qu'il bondit dans le couloir et tira avec son revolver en plein visage de la femme. La silhouette disparut instantanément et la balle traversa la porte extérieure de la pièce, passa de l'autre côté du couloir et se logea dans le panneau de la porte intérieure. Mon père n'essaya plus jamais d'intervenir avec la dame brune de Raynham. Après cette rencontre, les apparitions de la dame brune diminuèrent considérablement et la prochaine apparition enregistrée n'eut lieu qu'en 1926, lorsque le fils de Lady Townsend et son ami auraient aperçu le fantôme dans l'escalier. Ils ont également déclaré que ce qu'ils avaient en vue ressemblait au portrait de Lady Dorothy Townsend. En 1936, l'histoire de la Dame Brune attira l'attention nationale lorsque le photographe, le capitaine Hubert C. Provand, accompagné de son assistant, Indre Shira, commencèrent à prendre des photos de Raynham Hall pour le magazine Country Life. Comme pour n'importe quel autre travail, ils ont essayé d'obtenir les meilleurs clichés possibles, mais alors qu'ils photographiaient le grand escalier, une forme vaporeuse prenant progressivement l'apparence d'une femme s'est avancée vers eux. C'était une dame brune. Elle a réitéré ses propos à ce sujet. Le capitaine Provence a pris une photo pendant que j'ai allumé la lumière. Il préparait une autre exposition. Je me tenais à ses côtés, juste derrière l'appareil photo, avec le pistolet lampe de poche à la main, regardant directement en haut de l'escalier. Tout à coup, j'ai aperçu une forme voilée et éthérée descendant lentement les escaliers. Assez excité, j'ai crié vivement « Vite, vite, il y a quelque chose !» J'ai appuyé sur la gâchette du pistolet à lampe. Après le flash et en refermant l'obturateur, le capitaine Provon enleva le voile de mise au point de sa tête et, se tournant vers moi, dit « Pourquoi toute cette agitation ?» Après cela, les deux hommes développèrent les photographies, et c'est alors qu'ils réalisèrent qu'il avait capturé une image de la célèbre Dame Brune. 3 mois après leur rencontre à Raynham Hall, un article fut publié dans le magazine Country Life qui relatait l'expérience surnaturelle de Provon et Shearer ainsi que la photographie de la Dame Brune. Cette histoire fut publiée dans le magazine Life quelques semaines plus tard et par conséquent, la photographie de la Dame Brune devint la photo de fantôme la plus célèbre au monde. Néanmoins, une organisation, la Société pour la recherche psychique, n'était pas convaincue et elle était déterminée à découvrir la vérité. Leur enquêteur était un certain Mossekreise Orson Vorsekse Herbert et il a interrogé Provind et Shearer au sujet de ce qui s'était passé. Il a noté que Shearer était un Écossais nerveux et superstitieux, n'était pas un très bon photographe, s'intéressait davantage aux affaires, utilisait un pseudonyme et, fait intéressant, avait dit à Lady Townsend qu'il espérait photographier un fantôme. Quand Herbert a discuté avec le capitaine Provind, ils ont surtout parlé de l'appareil photo. Herbert a examiné la photographie et a trouvé des anomalies vers les bords du cadre. Il a aussi noté que l'appareil photo semblait avoir été secoué. Et il semblait aussi que l'escalier avait accidentellement été photographié 2 fois. À cela, Provon a répondu que l'appareil photo avait effectivement été posé sur une table en marbre légèrement instable et que lorsqu'il avait retiré l'objectif, il l'avait fait très rapidement, ce qui pouvait expliquer le flou de l'exposition. Dans l'esprit d'Herbert, ce qu'ils avaient capturé n'était pas la Dame Brune, mais en réalité une erreur des photographes. Malgré le rapport sceptique d'Herbert, de nombreux experts étaient insatisfaits de l'explication de Pez, et même le célèbre Harry Price leur a accordé le bénéfice du doute, déclarant « Je n'ai pas pu ébranler leur histoire, et je n'avais aucune raison de ne pas les croire. » Pourtant, d'autres affirmaient que c'était un faux. Bien que manipuler des photos en 1936 semble impossible comparé à la technologie d'aujourd'hui, c'était faisable. Les critiques ont donné diverses explications sur la façon dont l'image était un canular. Celle-ci inclut mettre de la graisse sur l'objectif en forme de silhouette, descendre les escaliers pendant une exposition, une double exposition ou une simple superposition de la statue de la Madone sur l'escalier vide. Ainsi, même si la photographie n'est peut-être pas authentique, la vie de Dorothy Townsend l'était bel et bien, et l'accumulation d'objets qui a suivi pousse à se demander ce qui se passait réellement à Raynham Hall,
pour que tant d'apparitions aient été rapportées au fil des siècles. Quoi qu'il en soit, réel ou non, l'histoire de la Dame Brune et ses fondements historiques constituent assurément un récit très intéressant. Ensuite, nous allons nous rendre dans la Suède du XIXe siècle. Carolina Olsen est née le 29 octobre 1861 sur l'île d'Okno, dans le sud de la Suède. Cette île se trouve au large de la côte de Monsteras, une localité de la province de Kalmar, dans le sud de la Suède. L'île est petite, et la seule agglomération importante qui s'y trouve est une ville également appelée Okno. L'emplacement isolé sur une île reculée ne ferait qu'ajouter au mystère entourant l'histoire de la vie d'Olsen dans les années qui ont suivi. On sait peu de choses sur la jeunesse de Carolina, et Okno n'était certainement pas le genre d'endroit à susciter beaucoup de scandales ou de sensations au milieu du XIXe siècle. La famille Olsen était typique de l'île. Le père de Carolina était pêcheur, le pilier de la communauté, et sa mère était femme au foyer. Elle était la deuxième aînée de 5 enfants dans une famille qui parvenait tout juste à subsister, dans les conditions d'une communauté de pêcheurs pauvres. Ses 4 frères et sœurs étaient tous des garçons. Le monde n'aurait jamais entendu parler de Carolina Olsen si ce n'était pas pour les événements du 18 février 1876. Ce jour-là, Carolina Olsen, âgée de 14 ans, s'est cogné la tête alors qu'elle était sur la glace lors d'une gelée tardive de l'hiver à Öckknoll. Elle a du mal aux dents immédiatement après. Les communautés rurales isolées comme Öckknoll étaient encore sujettes à des superstitions extrêmes dans la seconde moitié du XIXe siècle, et la famille de Carolina a commencé à croire qu'un sort ou un maléfice lui avait été jeté par une sorcière locale, lorsque le mal de dents ne disparaissait pas. Et puis, le 22 février, 4 jours après sa chute, Carolina s'est couchée et, selon tous les témoignages, ne s'est pas réveillée pendant 32 ans. La famille Olsen, sans grande surprise, ne savait pas vraiment comment gérer ce nouveau coup du sort. Pour une petite communauté isolée comme celle-ci au XIXe siècle, il n'y avait aucune base de connaissances sur laquelle s'appuyer pour essayer de comprendre ce qui pouvait arriver à la pauvre Carolina, et la famille s'en était trop pauvre pour pouvoir payer un médecin, ou faire venir un consultant du continent pour examiner l'adolescente endormie. En conséquence, ils se sont rabattus sur la médecine populaire locale et les conseils de la sage-femme de l'île. La mère de Carolina l'a forcée à boire chaque jour des verres de lait sucré et d'eau, dans l'espoir que cela la réveillerait de son sommeil ou au moins la maintiendrait en vie jusqu'à son réveil. Finalement, la communauté d'Öckknoll s'est rassemblée pour essayer de collecter de l'argent afin d'engager un médecin qui viendrait à Öckknoll pour évaluer la situation. Cependant, son expertise médicale n'apporta aucun soulagement. Le médecin détermina que Carolina était dans le coma, et malgré l'utilisation de sels odorants et même en la piquant avec des aiguilles pour tenter de provoquer une réaction, il ne parvint pas à la réveiller. Le mieux qu'il put faire fut de donner aux Olsen une bouteille de tonique qu'il leur conseilla de lui administrer chaque jour pour maintenir son corps en état pendant son sommeil. Il repartit ensuite, mais continua à venir chaque semaine par la suite pour observer la situation. Au fil de ses visites, la situation changea légèrement. Parfois, Carolina se redressait dans son lit et se mettait à marmonner des prières dans une sorte de demi-somnolence, tandis que d'autres témoignages affirment qu'il lui arrivait parfois de marcher en dormant. Cependant, Carolina n'a jamais été connue pour atteindre une pleine conscience, même lorsqu'elle commençait à se déplacer. Se rendant compte qu'il n'avait lui-même aucune réponse à l'état de Carolina, le premier médecin qui lui rendit visite commença rapidement à écrire des lettres à des journaux dans toute la Suède, ainsi qu'aux principales revues médicales, dans l'espoir qu'un médecin de Stockholm ou d'ailleurs ayant une formation supérieure à la sienne lirait l'histoire de Carolina et aurait peut-être une explication sur ce qui arrivait à la jeune fille qui était de plus en plus connue sous le nom de Sovoskampa Öckknoll ou la dormeuse d'Öckknoll. Bientôt, ces histoires attirèrent d'autres médecins à Öckknoll, espérant résoudre le cas et réveiller l'adolescente. Mais ils eurent peu de succès. Personne ne put la réveiller. De nombreuses théories circulèrent sur ce qui se passait. Certains pensaient qu'elle était dans une sorte d'hibernation étrange. D'autres affirmaient que Carolina souffrait d'un étrange trouble psychologique.
Bien que la psychologie n'en était qu'à ses débuts à la fin du XIXe siècle, peu de gens avaient des hypothèses sur ce que cela pouvait être. D'autres suggéraient qu'elle était dans le coma ou dans un état de choc profond à cause de quelque chose, tandis que d'autres encore proposaient qu'elle jouait la comédie et que toute cette histoire était une supercherie élaborée par Carolina et sa famille. D'autres aspects inhabituels de son cas furent également notés. Par exemple, malgré son sommeil sans fin, les cheveux et les ongles de Carolina ne semblaient jamais pousser et n'avaient pas besoin d'être coupés, tandis qu'elle semblait aussi se réveiller périodiquement, mais garder les yeux fermés et murmurer quelques prières avant de retourner se coucher. Bientôt les années commencèrent à passer et pourtant Carolina restait endormie. Avec le temps, les tentatives pour la réveiller devinrent de plus en plus extrêmes. En 1892, alors qu'elle avait 30 ans et qu'elle dormait depuis 16 ans, Carolina fut emmenée à Oskarshamn, une grande ville sur le continent dotée de son propre hôpital. Là-bas, elle fut traitée par électrochoc, mais lorsque ces deux méthodes échouèrent à donner des résultats, les médecins abandonnèrent effectivement. Elle fut renvoyée à Hucknall et il n'y eut plus aucune tentative pour résoudre sa situation. Eh bien, toutes les solutions disponibles à la fin du XIXe siècle avaient été épuisées. En 1904, 28 ans après le début de son hibernation, la mère de Carolina mourut subitement, sans doute épuisée par des années à s'occuper de sa fille, comateuse et endormie. Selon certaines histoires, Carolina se serait brièvement réveillée pour pleurer à la mort de sa mère, mais cela pourrait être exagéré. Quoi qu'il en soit, quelques voisines commencèrent à aider à s'occuper de Carolina et veillaient sur elle pendant que son père et certains de ses frères étaient à la partie sur les bateaux de pêche d'Hucknall. C'est dommage que sa mère soit morte en 1904, car si elle avait survécu quelques années de plus, elle aurait vécu assez longtemps pour voir sa fille échapper à son cauchemar perpétuel. Le 3 avril 1908, à l'âge de 47 ans, un peu plus de 32 ans après s'être endormie pour la première fois, Carolina Olsen se réveilla soudainement, à la stupéfaction de son père, de ses deux frères et de ses voisins. À son réveil, Carolina apprit que sa mère était morte, tout comme deux de ses frères, qui s'étaient tous deux noyés en mer au fil des années. Au fil de la révélation de sa situation, et alors qu'elle se regardait dans le miroir où elle se reconnaissait à peine, Carolina se mit à pleurer. Compte tenu de ce qui s'était passé au fil des années, son cas suscitait désormais une attention massive en Suède et à l'international, car on rapportait de Stockholm à Londres et à Paris que la dormeuse d'Hucknall, dont on se souvenait peut-être dans les journaux 30 ans plus tôt, s'était enfin réveillée. Pour sa part, Carolina accepta de subir une évaluation psychiatrique et des examens médicaux à Stockholm. Au cours de ceux-ci, il fut déterminé que ses facultés mentales étaient entièrement intactes, alors qu'elle n'avait pas remarqué le passage de 32 ans. Et qu'elle se réveillait effectivement comme si elle était encore une jeune fille de 14 ans, plutôt que d'avoir 47 ans. Les médecins de l'époque ont noté qu'elle paraissait extrêmement jeune pour son âge, n'ayant pas l'air d'avoir plus de 25 ans, mais aucun consensus n'a été atteint quant à ce qui lui était réellement arrivé ou à l'explication de son étrange sommeil de 32 ans. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer la maladie de Carolina Olsen ? Toutes les explications médicales qui ont été avancées à l'époque, qu'il s'agisse d'hystérie, de démence, de coma ou d'un trouble psychologique, ont depuis été écartées. Cependant, une explication possible est qu'elle souffrait d'un cas très grave du syndrome de Kleine-Levin. Le syndrome de Kleine-Levin est un trouble très rare, caractérisé par des épisodes de sommeil excessif, ou ce qu'on appelle l'hypersomnolence. Normalement, cela se manifeste par une personne dormant jusqu'à 20 heures par jour, mais dans certains cas, cela peut amener une personne à dormir pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsqu'il se réveille, la personne atteinte peut présenter de l'irrationalité, de la léthargie ou même sembler extrêmement désorientée, des conditions qui pourraient expliquer les supposées périodes d'éveil que Carolina a connues, durant lesquelles on a affirmé qu'elle se mettait à prier ou à être somnambule. La cause exacte de ce syndrome n'est pas entièrement claire même aujourd'hui, et cette condition n'était pas diagnostiquée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque Carolina Olsen dormait à Hucknall. Des facteurs héréditaires peuvent contribuer à son apparition, certaines personnes ayant simplement une prédisposition génétique à développer le syndrome.
Cela peut aussi résulter d'un dysfonctionnement de l'hypothalamus, la région cérébrale régulant le sommeil, l'appétit et la température du corps. Le trouble peut être très cyclique et sporadique. Par exemple, une personne qui en souffre peut traverser des semaines ou des mois où elle est très gravement touchée, puis c'est comme si elle n'avait jamais eu le syndrome. De plus, les symptômes sont souvent déclenchés par un incident grave, comme se cogner la tête, ce que Carolina a fait le 18 février 1876. Ils ont également tendance à atténuer les signes de vieillissement, comme cela s'est produit en 1908 lorsque Carolina Olson s'est réveillée et paraissait avoir plus de 20 ans de moins que son âge réel. Un autre aspect typique du syndrome de Klein-Levin inclut un appétit excessif au réveil, bien que cela n'ait pas du tout été présent dans le cas de Carolina. Cependant, s'il existe une explication pour le cas du dormeur d'Hocknell, alors le syndrome de Klein-Levin pourrait en être la cause. Il est également possible que tout l'épisode ait été une supercherie très élaborée. En 1910, Carolina a rencontré un psychiatre appelé Dr. Frodenstrom. Après avoir évalué son état, il a publié un article à son sujet en 1912 dans lequel il a déclaré qu'il s'agissait d'un cas d'hibernation peu clair, mais qu'il y avait des preuves que Olsen se réveillait périodiquement et exprimait de la tristesse et de la colère. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'une référence à ses épisodes de somnambulisme et à ses prières marmonnées, mais Frodenstrom a émis l'hypothèse que Olsen était une grave hypocondriaque qui, après son accident en 1876, croyait être gravement malade et qu'ensuite elle restait immobile, les yeux fermés pour susciter la sympathie. Ceux qui ont soutenu que c'était une ruse ou une supercherie de ce genre. Notez que sa mère l'a peut-être aidé dans sa tromperie et qu'après sa mort, l'un de ses frères a repris ce rôle. Après le décès de la personne qui s'occupait d'elle en 1907, elle a rapidement abandonné la supercherie. Comme pour la théorie selon laquelle elle souffrait du syndrome de Klein-11, l'idée que ces 32 années d'hibernation n'étaient qu'une supercherie élaborée reste aussi non prouvée, bien qu'il paraisse difficile de croire que elle ait pu tromper les médecins qui lui ont administré l'électroconvulsivothérapie en 1892. Après la première série de tests médicaux, Carolina a tenté de retourner à Hocknell et de vivre avec son père et ses 2 frères restants. Cependant, l'affaire de la dormeuse de Hocknell suscita un tel intérêt que leur petite maison sur la paisible île suédoise fut submergée par tant de visiteurs et de journalistes qu'ils quittèrent le Mislintilera à leur domicile et s'installèrent ailleurs pendant un certain temps. Après plusieurs mois, ils sont retournés sur leur île. Carolina a vécu ici une longue vie. Elle est décédée le 5 avril 1950 à l'âge de 88 ans, recevant parfois la visite de personnes intéressées à voir en chair et en os la célèbre dormeuse d'Hocknell. Son cas reste non résolu à ce jour. Allons maintenant en Allemagne, où un couple mystérieux est devenu le sujet de toutes les conversations en ville. Le mystère des Dunkelgrafen commence le 7 février 1807. Ce jour-là, une calèche couverte arriva dans la ville de Hildburghausen, en Thuringe, au centre de l'Allemagne. À son arrivée, un couple en descendit. L'homme avait alors la fin de la trentaine, mais la femme était un peu plus jeune, approchant peut-être la trentaine, du moins c'est ce qu'auraient estimé les observateurs de l'époque. Qui était-il ? Beaucoup de gens en ville se posaient la question, mais dans les années qui suivirent, pratiquement rien ne fut découvert. Et au contraire, le mystère ne fit que s'épaissir. Le couple mystérieux s'installa dans une modeste demeure à Hildburghausen pendant les 3 années suivantes. Il portait le titre et le nom de comte Wawel de Versailles, tandis que de grands efforts étaient faits pour ne jamais révéler son identité. Il y avait peu d'explications sur qui ils étaient et d'où ils venaient, non. Le plus curieux, c'est pourquoi un comte et sa compagne, dont il soulignait qu'elle n'était ni sa femme ni sa partenaire d'aucune sorte, s'étaient installés dans la lointaine Hildburghausen. Se cachait-il peut-être de quelque chose ou de quelqu'un ? En 1810, le couple s'est installé au château d'Eishausen, près de la ville mais dans une région isolée, et une fois installés, ils y sont restés en grande partie. Ils quittaient rarement, voire jamais, le château, et vivaient une sorte d'exil auto-imposé en dehors de Hildburghausen.
Lors de ces rares occasions où il quittait Eishausen, la femme en particulier était insaisissable, se déplaçant généralement en calèche là où elle devait aller, le visage couvert d'un voile. Cela dura longtemps, et les villageois de Hildburghausen et de la région environnante commencèrent bientôt à appeler le couple les Dunkelgrafen, ou comtes sombres, en raison du caractère mystérieux de leur identité. Après des décennies de réclusion au château d'Eichhausen, elle finit par mourir le 28 novembre 1837, tandis que le comte supposé vécut encore 8 ans de plus jusqu'en 1845. Au moment de sa mort, la femme fut enregistrée sous le nom de Sophie Botter, et elle fut enterrée sur la colline de Schullersberg, près du château, dans un jardin que le couple avait acheté plusieurs années auparavant. Le comte fut inhumé dans le cimetière d'Eishausen, tandis que le château fut démoli en 1873, après être resté vacant pendant plusieurs années. Tout cela était très étrange. Le couple était décédé après avoir vécu dans la région dans des circonstances étranges, et ce pendant plus de 40 ans dans le cas du comte. Ainsi, même des années après leur mort, les habitants de Hildburghausen continuaient à se demander qui étaient ces étrangers, qui avaient vécu parmi eux pendant tant d'années, et une théorie en particulier devint populaire. Après la mort du comte en 1845, il fut rapidement révélé que cet homme n'avait en réalité jamais été un comte. En réalité, il s'agissait d'un Néerlandais du nom de Leonardus Cornelius van der Valk, qui avait occupé le poste de secrétaire à l'ambassade des Pays-Bas à Paris entre l'été 1798 et le printemps 1799. Alors pourquoi avait-il menti et prétendu être un petit aristocrate ? De plus, s'il n'était pas comte, mais plutôt un humble bureaucrate, comment lui et sa compagne auraient-ils pu acheter un château et y vivre sans travailler ni percevoir de revenus pendant des décennies sans ? La réponse à laquelle de plus en plus de gens croyaient, c'était que cet homme avait été toute sa vie une sorte de chaperon pour nul autre que Marie-Thérèse Charlotte, la fille du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette de France, tous deux exécutés par le gouvernement révolutionnaire français en 1793 après la Révolution française. Revenons en arrière pour voir qui était Marie-Thérèse. Elle est née au château de Versailles, près de Paris, le 19 décembre 1778 en tant qu'aînée du roi Louis XVI et de sa reine d'origine autrichienne Marie-Antoinette. Marie-Thérèse fut la seule des 3 enfants de ses parents à survivre jusqu'à l'âge adulte. Elle avait 2 frères cadets, Louis-Joseph, né en 1781, et Louis-Charles, né en 1785, tous deux, succombèrent à la tuberculose à l'âge de 7 et 10 ans respectivement, bien que la mort de Louis-Charles ait pu être accélérée par les traitements inhumains infligés par le gouvernement révolutionnaire à Paris au début des années 1790. En 1789, la Révolution française éclata dans toute la France. À la fin de l'année, Marie-Thérèse et ses parents étaient assignés à résidence à Paris par les révolutionnaires. Pendant un temps, Louis et Marie furent autorisés à rester roi et reine du pays en tant que figure symbolique, mais lorsqu'ils continuèrent à conspirer avec des gouvernements étrangers pour que l'Autriche, la Grande-Bretagne et d'autres pays interviennent en France en leur faveur, le gouvernement français décida finalement de juger le monarque et son épouse. Tous deux furent reconnus coupables de trahison et exécutés en 1793. Avec la mort de son petit frère 2 ans plus tard, Marie-Thérèse fut la dernière membre de la famille encore en vie. En 1795, l'ancienne princesse était considérée comme ne représentant que peu de menaces pour le gouvernement révolutionnaire. La monarchie avait été abolie, une république avait été instaurée et les armées révolutionnaires françaises étaient dépassées de la défensive contre les Britanniques, les Autrichiens et d'autres à l'offensive, conquérant les Pays-Bas au début de cette année-là et y établissant la République batave comme un allié proche. Par conséquent, la possibilité que Marie-Thérèse soit utilisée par les puissances étrangères comme figure de proue pour rétablir la monarchie semblait lointaine, et elle fut autorisée à quitter la France et à rejoindre la famille de sa mère à Vienne, en Autriche. Et c'est ici que l'intrigue se corse. Marie-Thérèse était profondément traumatisée par les années qu'elle avait passées en captivité. Cela ne fait aucun doute.
En conséquence, certaines personnes en sont venues à croire que la femme arrivée à Vienne en 1795, prétendant être Marie-Thérèse, était en réalité sa sœur adoptive. Cette femme était Ernestine de Lombric, une enfant de 2 serviteurs royaux qui avaient travaillé au palais de Versailles dans les années 1770 et 1780. Ernestine ressemblait aux enfants royaux et des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi Louis était son véritable père. Quelle que soit la vérité à ce sujet, elle devint la compagne de jeu de Marie-Thérèse, et lorsque sa mère mourut en 1788, le roi et la reine l'adoptèrent, bien que son père fût toujours en vie. Pendant les années tumultueuses qui suivirent, Agnestine ne fut pas emprisonnée avec le reste de la famille royale, mais elle fut souvent prise pour Marie-Thérèse et insultée lorsqu'elle marchait dans les rues de Paris. Telle était la ressemblance entre elle et la fille biologique du roi et de la reine. Et c'est cette ressemblance qui a poussé beaucoup de gens à croire que lorsque Marie-Thérèse serait arrivée à Vienne en 1795, c'était en réalité Agnestine de Lambriquet qui se faisait passer pour Marie-Thérèse. Cette théorie suggère que Marie-Thérèse a été tellement traumatisée par les événements des années entre 1789 et 1795 que, lorsqu'elle a été libérée, elle voulait simplement passer sa vie dans l'isolement. Loin des cercles de la cour et des gouvernements d'ailleurs, qui n'avaient cherché qu'à l'utiliser comme un pion dans les guerres alors que les Britanniques, les Autrichiens et d'autres restaient en conflit avec la France, pendant une grande partie de la période jusqu'à 1815. Par conséquent, la théorie des Dunkelgraffen soutient que la femme qui parcourait les cours d'Europe pendant des décennies après 1795, en prétendant être Marie-Thérèse, était en réalité Agnestine de Lombliquet, tandis que la femme qui arriva en calèche à Hildburghausen au printemps de 1807 et devint connue sous le nom de la Comtesse Noire était en fait la princesse française, qui s'était cachée du monde qui l'avait tant traumatisée. Durant des années, le mystère s'est constamment épaissi. De nombreux historiens et passionnés ont mené des recherches sur la mystérieuse Comtesse Noire et les Dunkelgraffen. Cela a principalement alimenté les spéculations. Par exemple, il a été révélé que la cour autrichienne avait expressément demandé qu'Agnestine de Lombric, l'amie d'enfance et compagne de Marie-Thérèse, soit autorisée à voyager avec elle à Vienne en 1795. Mais à cette époque, il a été rapporté qu'Agnestine était introuvable. Peut-être que beaucoup ont supposé que cela était dû au fait qu'Agnestine se trouvait désormais à Paris, se faisant passer pour Marie-Thérèse et prête à se rendre à Vienne sous cette identité. De plus, des recherches sur le groupe d'individus que l'on croyait avoir voyagé à travers l'Europe de Paris à Vienne avec Marie-Thérèse en 1795 ont révélé des anomalies particulièrement inhabituelles. Plusieurs membres du petit groupe n'ont pas pu être identifiés et certains d'entre eux auraient jamais atteint Vienne. Ces circonstances curieuses ne prouvaient rien, mais elles contribuaient à ajouter encore plus d'incertitude aux événements entourant cette affaire. Finalement, les spéculations ont conduit à des efforts concertés pour découvrir la vérité, et la science moderne a rendu possible la résolution finale du mystère des Dunkelgraffen. Ainsi, en 2013, la tombe de Sophie Bother, la comtesse Noire, a été exhumée près du château d'Eichhausen. Après l'exhumation, 2 petits fragments de son fémur ont été envoyés dans des laboratoires médico-légaux en Autriche et en Allemagne pour analyse. Une fois cela fait, l'acide désoxyribonucléique mitochondrial a ensuite été comparé à celui du prince Alexandre de Saxe-Gassafi, un descendant contemporain de la reine Marie-Antoinette. Si la comtesse Noire était Marie-Thérèse, alors l'acide désoxyribonucléique mitochondrial du prince Alexandre correspondrait exactement à celui retrouvé dans les restes situés dans la tombe de Sophie Bother, à côté du château d'Eichhausen. Malheureusement, le résultat s'est avéré extrêmement décevant pour beaucoup. On a découvert que la comtesse Noire n'était pas une parente de la reine Marie-Antoinette et qu'elle ne pouvait donc pas être Marie-Thérèse. Par conséquent, le couple mystérieux qui est arrivé à Hildburghausen en 1807 et y a vécu pendant plus de 30 ans jusqu'à leur mort était probablement exactement ce qu'il semblait d'être de toute évidence. Un couple d'individus fortunés qui souhaitaient mener une vie recluse dans un château de la campagne allemande. Ce prochain cas se déroule à la fin du XIXe siècle en France où une mondaine notable a soudainement disparu.
Blanche Monnier est née le 1er mars 1849 dans la ville de Poitiers, dans la Vienne, à l'ouest de la France. Les Monnier traitèrent une famille bourgeoise bien établie de la ville, avec de légères prétentions aristocratiques, à une époque où la noblesse française connaissait une revitalisation après le farouche républicanisme de la fin du XVIIIe siècle. Le père de Blanche était Émile Monnier, le doyen de la faculté des arts à l'université locale, tandis que sa mère, Louise Monnier, était une mondaine française bien connue. Émile Monnier était également une personne qui avait reçu une prestigieuse distinction du Comité des Bonnes Œuvres. Il s'agissait d'un mérite accordé dans la France du XIXe siècle aux personnes considérées comme ayant apporté des contributions significatives à leur communauté et faisant preuve d'une grande vertu. De plus, la famille avait des liens avec la haute société parisienne. Ainsi, Blanche Monnier est née dans une famille qui, à première vue, était composée de membres respectables de la communauté de Poitiers. Pourtant, son histoire allait prouver qu'ils étaient tout sauf cela. L'enfance de Blanche fut en majorité paisible. Elle allait à l'école, fréquentait les cercles mondains de Poitiers et se rendait souvent à Paris, qui n'était qu'à 4 heures de là. En entrant dans l'âge adulte, elle devenait une beauté remarquable, avec des cheveux bouclés, une peau claire et de grands yeux brillants. Mais un destin terrible l'attendait. Au milieu des années 1870, alors qu'elle approchait de la vingtaine, Blanche rencontra et tomba amoureuse d'un jeune homme de Poitiers. Bien qu'il fût avocat, une profession généralement associée à des salaires élevés, l'homme venait d'un milieu modeste et avait peu de clients dans la société restreinte de la ville provinciale. De plus, il était nettement plus âgé que Blanche. Ainsi, bien qu'il puisse mener une vie tout à fait convenable, les parents de Blanche n'étaient pas impressionnés par lui, en tant que prétendant potentiel pour leur fille. Au lieu de cela, ils l'imaginaient enthousiasmé épouser la petite noblesse de l'ouest de la France, où, étant donné sa beauté, formait même une union avec un membre de la haute société parisienne alors que le pays entrait dans la belle époque. Blanche, cependant, resta éprise de son prétendant plus âgé, et c'est sa réticence à abandonner cette relation qui la conduisit à acquérir une renommée dont personne ne souhaiterait vraiment hériter. Son refus de mettre fin à la relation avec ce que sa mère appelait « l'avocat sans le sou » poussa ses parents, avec l'aide du frère de Blanche, Marcel, à l'enfermer dans une petite pièce de leur grande maison à Poitiers, le 1er mars 1875, qui se trouvait être le 26e anniversaire de Blanche. Confinés dans cette petite chambre, les Monnier dirent à leur fille qu'ils ne la libéreraient que lorsqu'elle accepterait de mettre fin à la relation et d'abandonner toute idée d'épouser son avocat prétendant. L'affaire aurait pu se terminer peu de temps après cela, mais pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, ce ne fut pas le cas. Et alors que les jours devinrent des semaines, et que les semaines devinrent des mois, Blanche resta prisonnière dans la petite chambre de la maison de ses parents à Poitiers. Avec le temps, pour des raisons qui, à ce jour, ne sont toujours pas totalement claires, cela devint un emprisonnement permanent. Comme nous le verrons bientôt, il s'agissait d'un enfermement atroce. On pourrait se demander à ce stade comment Blanche a pu disparaître sans que personne ne s'en inquiète ou ne cherche à savoir où elle était passée. On pourrait répondre qu'il y a eu de nombreuses personnes qui se sont effectivement inquiétées de son bien-être dans les semaines et les mois qui ont suivi, après sa première disparition au printemps de 1875. Les voisins étaient inquiets, tout comme ses amis, et le fidèle amant de Blanche a tenté de découvrir où elle se trouvait, mais avec le temps, les recherches ont cessé. Personne n'aurait pensé que l'une des familles les plus respectées de Poitiers avait enfermé un membre de la famille dans une pièce et avait simplement décidé de la laisser emprisonner là indéfiniment. De plus, si quelqu'un signalait sa disparition aux autorités, ils ont manifestement ignoré ces signalements. Peut-être que les gens pensaient simplement que Blanche était partie vers les climats plus ensoleillés de Paris. Au fil des années, Blanche continua de rester emprisonnée dans la maison de ses parents à Poitiers. Bien qu'il semble relativement clair que la mère de Blanche était principalement responsable des terribles circonstances dans lesquelles elle avait placé sa fille, il est tout à fait évident que d'autres membres de la famille étaient également impliqués,
même si le rôle de son père, Émile, prit fin lorsqu'il mourut en 1879, 4 ans après que Blanche eût été enfermée dans la pièce. Par la suite, ce furent principalement Louise Monnier et son fils, le frère de Blanche, Marcel, qui s'occupèrent de garder Blanche enfermée à clé. Son emprisonnement était brutal. La pièce où elle était enfermée d'année en année était une chambre mansardée. Il y avait une petite fenêtre, mais celle-ci avait été obscurcie et il n'y avait aucune lumière naturelle de quelque sorte que ce soit. La porte était maintenue verrouillée de l'extérieur et Blanche dépendait entièrement de ce que ses ravisseurs lui fournissaient pour sa propre survie. La véritable ampleur des conditions horribles serait révélée en temps voulu. Pendant ce temps, au fil des années, les raisons initiales d'emprisonner la jeune femme disparurent. L'avocat qu'elle courtisait, et dont la relation avec elle avait été la raison apparente de sa détention par sa famille, mourut en 1885, près d'une décennie après qu'elle ait été emprisonnée pour la première fois. Pourquoi sa mère et son frère ont continué à la maintenir dans cette situation torturante par la suite reste un mystère. Peut-être pensaient-ils que si elle était libérée, elle les dénoncerait aux autorités, et c'était un risque qu'ils n'étaient pas prêts à prendre, surtout qu'ils étaient une famille reconnue à Poitiers. Néanmoins, cela a continué année après année. Au bout d'un certain temps, les habitants de leur quartier à Poitiers ont dû en grande partie l'oublier, ainsi que ses anciens amis et connaissances. Cela dit, il y a eu de temps en temps des incidents que les gens ont notés comme étant étranges de nombreuses années plus tard. Par exemple, dans les années 1900, une voisine a raconté un épisode survenu en 1892 où elle croyait avoir entendu une femme crier depuis la maison Monnier. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, mais plus tard, lorsque la vérité sur ce qui s'était réellement passé a été révélée, tout cela a pris beaucoup plus de sens. De toute évidence, quelqu'un avait eu vent de ce qui se passait, et plus de 25 ans après que Blanche ait été emprisonnée pour la première fois, un héros anonyme est venu à son secours. Le 23 mai 1901, un procureur général de la ville de Paris a reçu une lettre non signée qui relatait la situation de Blanche Monnier de la manière suivante. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un événement d'une gravité exceptionnelle. Je parle d'une vieille fille qui est enfermée dans la maison de Madame Monnier, à moitié affamée et vivant sur une litière putride depuis 25 ans, en un mot, dans sa propre saleté. À la lumière des rapports sur l'état de Blanche dans les jours qui ont suivi, il est évident que, qui que soit cet informateur anonyme, il avait été témoin de première main des conditions qui régnaient dans la chambre où elle était emprisonnée, mais l'identité de son sauveur demeure inconnue à ce jour. La police parisienne et poitevine a agi rapidement à la suite de ce rapport inquiétant. En quelques jours, ils sont entrés dans la maison Monnier et ont commencé à la fouiller de fond en comble. Pendant un certain temps, ils ne trouvèrent en rien d'anormal en parcourant les étages inférieurs, mais au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une porte cadenassée de l'extérieur. La police ne perdit pas de temps et, au lieu d'attendre que les Monnier produisent une clé, ils enfoncèrent la porte. Ce dans quoi ils sont entrés était une scène d'horreur. La première chose qu'ils ont remarquée, c'était l'odeur, une puanteur nauséabonde produite par des décennies de saleté que les ravisseurs de Blanche n'avaient jamais nettoyée. Cependant, ce n'est qu'en retirant les rideaux lourds de poussière de la petite fenêtre, puis en arrachant les volets épais qui avaient empêché toute lumière de pénétrer pendant 26 ans, qu'ils ont compris toute l'ampleur du mal qui s'était produit ici. Blanche était allongée complètement nue dans une pièce remplie d'immondices. Des morceaux de nourriture en décomposition jonchaient la pièce. L'air était putride et des insectes couraient partout dans la pièce. Blanche était absolument terrifiée par l'intrusion de ces étrangers dans sa prison après plus d'un quart de siècle de captivité. Malheureusement, son esprit était complètement perdu. Et elle ne pesait qu'un peu plus de 25 kilos, soit environ 4 pierres. Le rapport de police a ensuite donné un compte-rendu complet de ce qu'ils ont découvert. Nous avons aussitôt ordonné d'ouvrir la fenêtre à battant. Cela a été fait avec beaucoup de difficulté, car les vieux rideaux sombres sont tombés dans un nuage épais de poussière. Pour ouvrir les volets, il a fallu les retirer de leur gonds droit.
Dès que la lumière entra dans la pièce, nous remarquâmes au fond, allongé sur un lit, la tête et le corps recouverts d'une couverture répugnante et sale. Une femme identifiée comme mademoiselle Blanche Monnier. La malheureuse femme était allongée complètement nue sur un matelas de paille pourrie. Tout autour d'elle s'était formée une sorte de croûte faite d'excréments, de morceaux de viande, de légumes, de poissons et de pain pourri. Nous avons également vu des coquilles d'huîtres et des insectes courir sur le lit de mademoiselle Monnier. L'air était tellement irrespirable. L'odeur dégagée par la chambre était si forte qu'il nous était impossible de rester plus longtemps pour poursuivre notre enquête. Dans les heures qui ont suivi, la police et les autorités médicales ont sorti Blanche de cette chambre d'horreur. Sa mère et son frère ont tous deux été immédiatement arrêtés. À mesure que la nouvelle se répandait, une foule s'est rassemblée devant la maison. Et Poe s'y est resté pendant des jours, réclamant la tête de Louise et Marcel Monnier. Malheureusement, aucune justice n'allait être rendue. La mère âgée de Blanche est morte d'une crise cardiaque quelques jours plus tard, échappant ainsi à la punition qu'elle méritait tant. Il s'est ensuite avéré que Marcel Monnier était lui-même en grande partie psychologiquement incapable et bien qu'il ait été initialement condamné à 15 mois de prison, il a ensuite été acquitté et libéré. Après le procès, Marcel a vendu tous les biens de la succession de sa mère et s'est retiré à Ciborgue, une commune du sud-ouest du pays. Il avait aussi une maison de campagne dans le centre de la France où il est finalement décédé en juin 1913. Blanche ne s'est jamais rétablie, bien qu'il y ait eu quelques progrès limités et qu'au moins certains membres du personnel médical aient pu lui offrir des soins humains dans les années qui ont suivi. Elle avait 52 ans au moment où elle a été secourue et elle allait vivre encore 12 ans donc. Elle a passé ses années dans un hôpital psychiatrique à Blois, au centre de la France. Cependant, elle était tourmentée par plusieurs troubles psychologiques, notamment l'anorexie et la schizophrénie. Son emprisonnement l'avait également affectée de nombreuses autres façons. Par exemple, elle avait développé une aversion extrême à la lumière vive à la suite d'un manque de soleil pendant plus d'un quart de siècle. Blanche est morte le 13 octobre 1913. Elle avait 64 ans et avait passé presque toute sa vie adulte soit emprisonnée, soit internée dans un hôpital psychiatrique, en raison des séquelles psychologiques de sa précédente détention. Son histoire a été largement rapportée au début des années 1900 en France, mais elle a également été racontée à nouveau et est devenue connue d'une nouvelle génération en 1930 lorsque l'auteur français André Gide, lauréat du prix Nobel de littérature en 1947, en a parlé dans son roman « La séquestrée de Poitiers », ce qui signifie « la femme enfermée de Poitiers ». Il s'agissait d'une version semi-romancée de l'histoire de Blanche, où Gide a changé les noms des personnages principaux, sans modifier grand-chose d'autre. Le récit de Gide a ensuite influencé Michel Foucault lorsqu'il a écrit « Surveiller et punir, naissance de la prison », l'un de ses ouvrages les plus importants. Ainsi, l'horrible histoire de Blanche Monnier a eu une postérité considérable dans la littérature française du XXe siècle. Pour notre dernière histoire, nous faisons un voyage dans la France du milieu du XVIIe siècle et nous nous penchons sur l'un des scandales de meurtre les plus infâmes du pays. Catherine Dié, plus connue sous le nom de Lavoisine, est née vers l'an 1640 à Paris. En raison du manque de documents, les informations concernant sa jeunesse sont presque inexistantes, mais il est probable qu'elle ait grandi dans la pauvreté avec une éducation limitée. En tant que jeune fille, on pense que la petite Catherine gagnait quelques pièces dans les rues en lisant La Bonne Aventure à ceux qui étaient intéressés. Elle affirmait avoir appris l'art de la divination à l'âge de 9 ans, mais on ignore par qui. Quoi qu'il en soit, la plupart de ses prédictions se sont révélées exactes. Ce talent qu'elle considérait comme un don de Dieu lui permit de se faire un nom à Paris, mais il l'amena plus tard sur une voie sombre. Lorsque Catherine avait environ 20 ans, elle épousa Antoine Monvoisin. Son mari était un homme d'affaires qui tenta sa chance comme marchand de soie et ouvrit également une bijouterie à Paris, mais il eut peu de succès. En quelques années, Catherine devint une voyante bien connue, reconnue pour ses prédictions précises et utiles.
Pourtant, elle savait qu'elle pouvait se développer et gagner plus d'argent si elle offrait davantage de services. Alors, elle décida d'acquérir les connaissances médicales nécessaires, ce qui lui permit de devenir sage-femme. Bien qu'elle s'en soit bien sortie, Catherine, désormais connue sous le nom de Lavoisin, devait subvenir aux besoins de ses enfants, de son mari et de sa mère. Ayant besoin de plus d'argent, elle commença à proposer des avortements dans le cadre de ses services de sage-femme à toutes les femmes qui le souhaitaient. À l'époque, les avortements étaient illégaux, ce qui signifiait que ceux qui les facilitaient risquaient pas encore d'être condamnés et punis. C'est pour cette raison qu'elle gagnait plus d'argent en débarrassant les femmes de bébés non désirés qu'en accouchant des nouveau-nés. On pense que lorsque la voisine devait s'occuper de fœtus avortés tardivement pendant la grossesse, elle les brûlait dans le four de sa maison puis enterrait les restes dans son jardin. À mesure que la réputation de ses services potents se répandait, des femmes de classe sociale plus élevée commencèrent à solliciter son aide. Cela amena la voisine à demander des prix plus élevés, ce qui lui permit ainsi de gagner plus d'argent. Finalement, elle avait tellement de clientes qu'elle a même mis en place un réseau de fournisseuses d'avortements, et son rôle de sage-femme n'était qu'une façade pour sa pratique illicite. Bien que ces services soient considérés comme un péché capital selon l'enseignement de l'Église catholique, la voisine était connue pour assister régulièrement à la messe. Pendant cette période, elle continuait à pratiquer la voyance, qui restait sa priorité. Néanmoins, en 1665, ses capacités furent remises en question par un prêtre notable. Elle fut interrogée devant des professeurs de l'université de la Sorbonne, où ils lui posèrent une série de questions pour déterminer si sa voyance était légitime. La voisine était persuasive et affirmait que sa voyance était un don de Dieu. En conséquence, elle fut relâchée et continua à offrir ses services. En quelques années, la voisine gagnait d'importantes sommes grâce aux services qu'elle offrait. Afin de devenir encore plus attrayante pour sa clientèle de plus en plus aisée, elle acheta des vêtements plus raffinés, notamment une robe spéciale en velours rouge cramoisi brodée d'aigles en or. Bien que cela lui ait coûté la coquette somme de 1500 livres, cela créa une atmosphère mystique qui poussa davantage de personnes à croire en ses prophéties. À la fin des années 1660, la clientèle de la voisine se composait de nombreux aristocrates français. Elle était désormais une femme riche, mais c'était un travail difficile, car elle passait pratiquement toute la journée à recevoir des clients chez elle, à Villeneuve-sur-Groix. Malgré ses origines modestes, la voisine fréquentait librement de nombreux membres de la haute société parisienne. Elle était connue pour organiser des soirées chez elle, où elle jouait du violon pour ses invités et avait même de nombreux amants fortunés. Cela comprenait un comte, un architecte, un magicien et un vicomte, entre autres. À une occasion, l'un de ses amants du nom d'Adam Lesage devint jaloux de son mari, Antoine Monvoisin. Il espérait se débarrasser de lui en convainquant la voisine de l'empoisonner. Au début, la voisine était d'accord avec le plan, mais elle a ensuite changé d'avis. Avec son grand succès, la voisine s'est vite retrouvée mêlée à une série de conflits avec Marie Bosse. Elle était également voyante, fournissait des services d'empoisonnement et était apparemment une sorcière présumée. Elles sont vite devenues des ennemies acharnées. On ignore si c'est cette rivalité ou les demandes des clients qui ont poussé la voisine à offrir ses services. Néanmoins, ses activités de voyance l'ont finalement conduite à pratiquer les arts occultes, à créer des objets magiques comme des amulettes et des poudres d'amour, et enfin à fournir des poisons. Au fil des années passées à dire la bonne aventure, la voisine remarqua que la majorité de ses clients cherchaient principalement 3 choses. Que telle personne tombe amoureuse d'eux, la mort d'un membre de la famille afin d'hériter, et enfin que leur conjoint meure pour qu'ils puissent épouser quelqu'un d'autre. Auparavant, la voisine ne pouvait rien faire pour changer le destin. Cependant, elle avait acquis de nouvelles capacités qui pouvaient exaucer les souhaits de ses clients. Pour éviter les critiques au cas où leurs désirs ne seraient pas exaucés, la voisine affirmait que seuls certains souhaits correspondant à la volonté de Dieu se réaliseraient.
De plus, elle commença à encourager ses clients à prendre certaines mesures afin d'augmenter les chances que leurs désirs se réalisent. Ces démarches pouvaient inclure la visite de l'église d'un saint, l'achat de certains objets magiques comme des amulettes et des poudres d'amour, ou peut-être le plus radical de tout, la participation à une messe noire. Avec l'aide de prêtres qu'elle employait, la voisine demandait une somme importante d'argent pour célébrer des messes noires dans les catacombes près de chez elle. Ces rituels étaient à l'opposé d'une messe catholique traditionnelle, car ils impliquaient même qu'une femme nue s'allonge comme si elle était l'autel. Ensuite, un calice était posé sur son ventre et un prêtre tenait un bébé au-dessus, versant son sang dans la coupe, tandis que les personnes présentes priaient Satan. On ne sait pas si la voisine utilisait des nourrissons morts ou vivants, cependant il est certain qu'elle avait de nombreux enfants à sa disposition. Car non seulement elle pratiquait des avortements tardifs, mais elle aidait aussi les femmes de la classe inférieure qui ne pouvaient pas élever un enfant à se débarrasser de leur nouveau-né. Les services de la voisine étaient redevenus de plus en plus sombres avec le temps et finalement elle fit le pas fatal en vendant une variété de poisons à ses clients qui souhaitaient mettre fin à la vie de quelqu'un. Étant une figure notoire du milieu criminel, il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'ait un réseau de fournisseurs de poisons travaillant pour elle, mais cette décision s'avéra être celle qui la entrait. En 1667, la voisine fut engagée par une membre de la cour du roi Louis XIV, Madame de Montespan, pour que le roi tombe amoureux d'elle. Montespan utilisa des aphrodisiaques sur le roi, le séduisit avec son charme et participa enfin à des messes noires afin de gagner son cœur. À sa grande joie, cela a fonctionné et dès juillet de la même année, elle est devenue la maîtresse officielle du roi Louis XIV. Pourtant, seulement 2 ans plus tard, le roi a commencé une liaison sporadique avec Madame de Soubise. Bien que Montespan ne s'en soit pas trop inquiété, en 1673, elle a remarqué que le roi perdait de l'intérêt pour elle. Incapable d'accepter cela, elle s'est rendue chez la voisine et a de nouveau participé à des rituels sataniques pour conserver son amour. Cependant, avec le temps, le roi prit d'autres amantes. Il devenait évident que le roi Louis ne s'intéressait plus à Montespan. Cela fut confirmé par sa relation avec Angélique de Fontanges en 1679. Furieuse de ce rejet, Montespan se rendit de nouveau chez la voisine pour demander de l'aide, mais cette fois, elle avait quelque chose de bien plus sinistre en tête. Elle demanda à la voisine d'empoisonner à la fois Fontanges et le roi. Bien qu'elle ait été d'abord hésitante, la voisine finit par accepter. Et, avec ses complices, elle élabora un complot pour tuer le roi Soleil. Le 5 mars 1679, la voisine se rendit à la cour royale dans l'intention de provoquer la mort du roi. Elle portait avec elle un poison à présenter qui, une fois manipulé par le roi, serait absorbé par sa peau et le tuerait par la suite. Cependant, ce jour-là, il y avait trop de gens qui essayaient de lui remettre des pétitions. N'ayant pas pu s'approcher, son complot a échoué. Une semaine plus tard, alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec son associée Catherine Trianon, la voisine fut arrêtée. Bien qu'à l'époque la police ne soupçonnât pas son complot visant à tuer le roi, elle avait reçu l'ordre d'arrêter les alchimistes et les diseurs de bonne aventure, soupçonnés de vendre des poisons. Cette enquête faisait suite à l'affaire des poisons, un important scandale de meurtre qui débuta en 1677. En février de cette année-là, la voyante nommée Magdalene de la Grange fut arrêtée pour faux et meurtre. Pourtant, elle tenta de négocier sa sortie d'affaires, affirmant qu'elle possédait des informations sur d'autres crimes impliquant des membres de la cour royale. Le chef de la police, Gabriel Nicolaï de la Reine, fut chargé d'enquêter sur cette affaire et d'éradiquer tous les empoisonneurs. L'enquête qui s'ensuivit mena à des accusations de sorcellerie, de meurtre, d'enlèvement d'enfants et de rituels sataniques. Finalement, l'ennemi de la voisine, Marie Bols, fut arrêtée et, en 1679, elle désigna la voisine comme le cerveau du réseau secret de distribution de poisons.
Après son arrestation, la voisin fut emprisonnée et interrogée. Son réseau d'associés fut également arrêté. Contrairement à d'autres qui furent également interrogés par les autorités, on pense qu'elle ne fut pas soumise à la torture à ce moment-là. Cependant, comme la police connaissait ses habitudes alcooliques, il lui fournissait constamment de l'alcool, ce qui fait qu'elle était ivre pendant les interrogatoires. Au début, la voisine nia toutes les accusations, disant aux autorités que tout client souhaitant acheter du poison était dirigé vers Marie-Bosse. Cependant, en octobre, elle admit avoir vendu du poison et des services magiques à plusieurs nobles, dont certains étaient des membres de la cour royale. Après cela, la voisine fit bien attention à ne plus rien révéler. Lorsqu'on lui demanda de donner d'autres noms, elle répondit « Paris est pleine de ce genre de choses et il y a un nombre infini de personnes engagées dans ce commerce maléfique. » Bien que la voisine ait admis une certaine implication, ses actes ne méritaient pas la peine de mort. Alors, ses accusateurs se sont concentrés sur ses prétendus services d'avortement. Les autorités ont affirmé que la voisine injectait des seringues dans le corps de femmes enceintes, ce qui provoquait l'avortement des fœtus, puis brûlait les corps et les enterrait dans son jardin. Elle a nié. Malgré une apparence confiante, la voisine avait très peur qu'on l'interroge sur ses visites à la cour royale. Heureusement pour elle, la police n'avait aucune idée de son complot pour tuer le roi. Il ne savait ça pas non plus pour les messes noires qu'elle organisait, ni pour sa connexion avec Montespan. Malgré le manque de preuves réunies contre elle, le 17 février 1680, la voisine fut jugée et condamnée pour sorcellerie. En conséquence, elle fut condamnée au bûcher. Avant son exécution, on pense que la voisine a été interrogée et torturée en lui écrasant les jambes. Pourtant, étrangement, peu de temps avant son exécution, une dame a décrit comment la voisine pouvait se déplacer si librement et semblait en si bonne santé qu'il ne semblait pas possible qu'elle ait été soumise à la torture. En tout cas, elle n'a pas avoué et le 22 février 1680, la voisine a été brûlée vive en public sur la place de Grève. Sur le chemin du bûcher, la voisine aurait désespérément repoussé le foin qui était entassé autour d'elle. Ce n'est qu'après sa mort que la sombre vérité sur ses machinations a été révélée. La fille de la voisine a révélé sa liste de clients, l'organisation des messes noires, le lien avec Montespan et la tentative d'empoisonner le roi. Ces propos ont été confirmés par les témoignages des anciens associés de la voisine. On estime qu'elle a été impliquée dans la mort de près de 1000 personnes. À 2500 personnes grâce à son réseau de faiseuses d'anges, de messes noires et de poisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces récits historiques glaçants. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain Forgotten Life. Merci.